Bonjour à tous, donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette seconde édition des journées de recherche de l'histoire de la photographie. Nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires qui s'associent à cette seconde édition qui s'agrandit puisqu'elle va se développer au niveau à l'échelle de la francophonie. Je remercie l'ensemble des partenaires qui nous ont suivis depuis la première édition, donc l'Université de Lille, représentée par Nathalie Delbar, nos partenaires depuis le début de la conception de ce projet, la revue Transborder, Christian Yoschke et Olivier Lugon. Je remercie aussi l'Université d'Amiens, qui est représentée par Lise Lerichaume et Androula Michael, et la Mèche qui nous accueille pour cette seconde édition. Cette édition se déploie à la francophonie avec de nouveaux partenaires, l'Université de Québec à Montréal, représentée par Vincent Lavoie, l'Université libre de Bruxelles, représentée par Daniel Lénart, et nous avons le soutien de l'Institut français pour cette édition qui se veut plus internationale. Je remercie aussi la Fondation Astichting à Bruxelles qui nous accueillera demain puisque cette seconde journée se passera à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, et se clôturera à la Fondation Astichting de Bruxelles. Cette seconde édition s'inscrit dans la poursuite d'un sujet que nous avons pu traiter dans le cadre du programme de bourse, puisque la thématique était Images des résistances. Et nous sommes très heureux d'accueillir pour cette seconde édition les lauréats de cette bourse que nous avons pu rencontrer hier, Maxime Boisdy, qui va plonger dès aujourd'hui dans le sujet, dans le cadre de ce colloque en tant que médiateur, Émilie Goudal, Livia Melzi et le collectif MOS. Je tiens aussi à remercier l'ensemble de l'équipe de l'Institut pour la coordination et la réalisation de ces deux journées, et tout particulièrement Andrea Janssen, qui est la coordinatrice de ce programme, mais aussi Manon Tucholsky et Julia Franchino, et ainsi que Véronique Terrier-Hermann, qui est responsable du programme de bourse. Je passe la parole à Olivier Lugon et je vous souhaite deux journées enrichissantes. Merci Anne, et un grand merci à l'Institut pour donc l'organisation de ces deuxièmes journées de la recherche en histoire de la photographie. Donc je m'appelle Olivier Lugon, je représente la revue Transborder avec Christian Yoschke, donc une revue qui existe depuis 5 ans. Et donc il s'est associé avec l'Institut pour lancer ces journées de la recherche en histoire de la photographie, qui avait été entamée il y a 2 ans par un premier rendez-vous hommage à François Brunet. Et donc l'idée, ça s'appelait la photographie, une histoire pour tous. C'était une citation de François Brunet, et donc c'était de réfléchir à la façon dont la photographie avait changé en fait les modalités de faire l'histoire et les objets de l'histoire. Et puis donc pour cette deuxième année, nous nous pencherons donc sur la façon dont la photographie a vraiment agi dans les pratiques militantes, que ce soit dans la production des images, dans la diffusion, la réutilisation des images, mais aussi dans la résistance aux images. Et ces questions-là, en fait, elles sont aussi au cœur du dernier numéro de Transborder. Donc c'est une revue annuelle, celui-ci est paru il y a maintenant 3 mois, où on pose cette question autour de la notion d'image verticale. Donc c'est vraiment pour désigner l'image aérienne, mais aussi une image qui est toujours liée à des rapports de domination, mais aussi à des stratégies de riposte, on peut dire, à cette domination, depuis l'exemple de la Syrie au début du XXe siècle, où on dessinait au sol on se représentait du regard des dominants des avions, jusqu'au travail du collectif Forensic Architecture aujourd'hui, qui utilise
qui analyse quantité d'images, notamment satellitaires, pour dénoncer les violences en Méditerranée face aux migrants. Donc ce sont ce type de questions que l'on verra. On le verra d'ailleurs ça très précisément demain en clôture avec une conférence sur ce sujet. Et donc, je passe tout de suite la parole à Maxime Boisdy pour la première matinée. Merci. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Et du coup, pour ouvrir voilà, le vaste programme qui vient d'être présenté immédiatement, voilà, le premier panel donc, de cette première demi-journée qui est donc consacré à l'espace public, intitulé L'espace public, stratégie visuelle et militantisme. La deuxième intervention de cette matinée sera de Valérie Morrison, qui du coup est maîtresse de conférences en anglais à l'université de Bourgogne à Dijon, qui est l'autrice d'une thèse sur l'art irlandais contemporain, ses rapports à l'identité nationale irlandaise, et voilà, elle a également publié tout un ensemble de travaux sur la culture visuelle irlandaise. Et son l'intervention d'aujourd'hui s'intitule Rabarling versus Goldfinger Arca, image d'une lutte au sommet de la Balfron Tower. Merci. Donc on va rencontrer des problématiques finalement assez similaires, mais dans une autre période et sur un autre terrain d'enquête, puisque nous partons à Londres. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à participer à ces journées qui s'annoncent tout à fait passionnantes. C'est l'occasion donc pour moi de présenter le travail de Rab Harling, un photographe et vidéaste d'origine britannique qui est né en 1972, qui a vécu à Édimbourg, à Stockholm et Paris, avant de revenir à Londres. Rab Harling indexe ses recherches esthétiques à un engagement affirmé pour plus de justice sociale dans les villes néolibérales qui mettent en place des opérations de gentrification. Ses premiers travaux photographiques, City Space ou Abandon Your Dreams, 2010, font le portrait de villes appréhendées avant tout comme des espaces où c'est le marché qui définit des droits au quartier et exclut ou relègue aux périphéries les classes moyennes ou inférieures. Je me pencherai aujourd'hui sur les travaux qu'il a effectués dans le cadre de la réhabilitation de la Balfron Tower, icône de l'architecture brutaliste des années 1960. Plusieurs photographes britanniques ont travaillé sur les projets de requalification urbaine. Il faut dire qu'en Angleterre, le logement est au cœur des politiques publiques et des débats politiques depuis l'après-guerre. J'ai choisi aujourd'hui de parler donc de Rab Harling car son enquête photographique s'accompagne d'une dénonciation très féroce de l'instrumentalisation de l'art. À travers les péripéties sur lesquelles je vais revenir dans cette première partie, se dessine une opposition entre la tour comme objet architectural, esthétique, susceptible d'être intégré à la mémoire collective par le biais de sa patrimonialisation, et la tour comme lieu d'habitation, espace de vie pour les familles et lieu de sédimentation d'une communauté générant des souvenirs personnels. La Balfron Tower est en effet à la fois un exemple d'architecture moderniste et un ensemble de logements sociaux habités depuis plus de 50 ans. La célèbre tour d'habitation fut construite entre 1965 et 1967 par Erne Goldfinger. Je vous en prie. D'accord. Donc, dans un style brutaliste, elle est située dans l'Est londonien, plus précisément dans le quartier de Brownfield, entièrement repensée dans les années 1960. Et elle se trouve à l'entrée de Londres, tout près du Blackwall Tunnel, qui passe sous la Tamise, et non loin du quartier financier de Canary Wharf. Il s'agissait à l'époque d'une commande publique, à une époque où l'État cherchait à solutionner le problème de pénurie de logements accessibles aux foyers à bas revenus. Jusqu'à l'élection de Margaret Thatcher, qui associera démocratie, prospérité et propriété individuelle, il y avait un consensus politique sur la question du logement social. L'État devait garantir à chacun l'accès à un logement digne, moderne et fonctionnel. L'architecture moderniste est adossée à l'utopie sociale de ces années et des quartiers entiers voient le jour dans les villes détruites par la guerre. Dans ce contexte, l'architecte d'origine hongroise Erne Goldfinger, influencé par Le Corbusier et Perret, propose une tour d'habitation de 26 étages et 84 mètres de haut. Les 146 logements sociaux étaient destinés à être loués à la classe ouvrière. D'autres bâtiments ont été construits dans ce même quartier, dans un style architecturalement identiques et forment un quartier, un ensemble homogène. La tour et ses environs immédiats ont d'ailleurs été classés au patrimoine successivement en 1996 et 1998, puis reclassés ensuite après sa rénovation en 2015.
L'histoire de la tour est finalement celle de beaucoup de grands ensembles construits dans ces années, matérialisant d'abord l'utopie sociale et le high-rise living. Elle est devenue un exemple parmi d'autres de l'insécurité urbaine. La dégradation des logements a poussé les premiers locataires à partir. Ils ont été remplacés par des résidents ne pouvant se loger ailleurs, notamment des habitants issus des minorités ethniques. Et au fil des décennies, la tour est devenue un lieu de vie multiculturel, un symbole du vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Son histoire reflète également l'évolution du marché immobilier et le basculement progressif mais constant en Angleterre du parc public vers le secteur privé, puis la requalification des quartiers populaires de Londres suite à l'extrême pression immobilière. En 2007, et après un vote favorable des résidents, la municipalité, le Tower Hamlet Council, transfère la gestion de la tour à Poplar Harkin, une régie immobilière privée, qui s'est implantée peu à peu dans cette partie de la ville. 3 ans après ce transfert, en 2010, Poplar Harkin a annoncé son intention de rénover la tour, à la fois l'extérieur et les appartements, et a demandé aux occupants de libérer les appartements. La rénovation de la tour a été conduite par les cabinets d'architecture Studio Egret West et App Roger Design qui ont conçu des appartements de 6 tailles différentes dans 2 styles décoratifs différents et bien sûr qui ont cherché à restaurer l'esprit de Goldfinger et à conserver ses choix. Ils ont conservé les espaces collectifs à l'intérieur de la tour, une bibliothèque, une salle de repos, des espaces de restauration, soigner particulièrement les balcons qui constituent ces espèces de rues en hauteur et créer un jardin sur le toit terrasse tout en accroissant, en améliorant l'isolation bien sûr du bâtiment. Donc on voit ici des images tirées du site de Poplar Harkin. Dans cette réhabilitation, Poplar Harkin adopte les stratégies bien connues des Creative Cities qui ont été définies à la fin des années 1990 sous le gouvernement du New Labour, désireux de redynamiser des quartiers ou des villes en déshérence en misant sur la culture et la présence d'artistes attirés par des loyers bas. La collaboration entre l'État, les municipalités et les artistes dans le cadre de projets de requalification ou de revalorisation urbaine a, depuis ce moment-là, toujours été encouragée. L'hypothèse, bien sûr, est que l'art et l'artiste peuvent aider les habitants à donner du sens à l'évolution de l'habitat, du quartier, de la ville, et consolider les liens qui unissent la communauté. Ces utilisations de l'art font écho à des pratiques artistiques qui se sont développées hors des projets urbanistiques, notamment le community art, qui place l'artiste au sein de communautés souvent exclues. Ainsi, dès 2008, Poplar Harkin fait appel à Beau Arts, une association qui assure le lien entre les artistes et les partenaires publics ou privés, et installe plusieurs artistes dans les logements vacants de la tour. Beau Arts soutient les projets artistiques participatifs et ancrés dans les quartiers. Ils insistent sur l'importance ou l'utilité de la participation des habitants et c'est quelque chose qui apparaît dans plusieurs rapports sur ces pratiques-là de Creative Cities. Les projets artistiques sont conçus comme une manière de fédérer les habitants et de préserver un sens du vivre ensemble malgré le démantèlement du parc de logements sociaux. Et à nouveau, on insiste sur la participation des habitants. Au début du projet de réhabilitation, Poplar Harkin avait dit aux résidents qu'ils seraient relogés dans la tour s'ils le souhaitaient. Mais malgré cette promesse initiale, la totalité des appartements a finalement été privatisée et revendue à des membres des classes aisées, séduits par l'esthétique de la tour et la vue imprenable sur Londres. L'inauguration de la tour réhabilitée s'est accompagnée d'une exposition sur le brutalisme en architecture. Les familles les plus modestes, elles, ont été relogées dans des appartements supposément plus adaptés à leurs besoins, qui ont été construits par la même société dans le quartier. Et Poplar Harkin explique sur son site web que 95% des anciens locataires de la Balfront Tower sont restés locataires dans le quartier, et 81% ont des baux gérés par Poplar Harkin, la même régie, si bien que selon eux, la communauté du quartier est intacte. L'opération de gentrification menée par Poplar Harkin a pourtant été dénoncée. Une association, la Balfront Social Club, a été créée pour réclamer le maintien de 50% de logements sociaux au sein de la tour. L'exemple de la Balfront Tower illustre le passage d'une conception du logement comme un droit garanti par l'État à une approche capitaliste du logement comme investissement individuel et atout financier. Comme l'explique un journaliste du Guardian, la Balfront Tower illustre les changements sociaux et économiques des années 60 jusqu'à nos jours, je le cite, « Each decade of its existence captured the spirit of the age,
from optimistic council estate in the 1960s to revived brutalist back there in the 1970s, from right to buy individualist home-owning dream in the 1980s to crime hotspot in the 1990s, from being the target of commercial development in the years 2000 to an artist-occupied embodiment of gentrification in the 2010s. C'est donc dans ce contexte précis qu'en 2011, Rab Harling s'installe dans la tour et bénéficie d'un contrat d'occupation temporaire proposé par Beaux Arts, une forme d'occupation désignée en anglais par une expression que je trouve intéressante qui est art guardianship. Donc c'est à la fois l'ange gardien mais le surveillant en même temps. Il y restera jusqu'en 2013, date à laquelle il est expulsé par Beaux Arts. À son arrivée, Harling a commencé par établir des contacts avec les résidents encore sur place, puis a photographié les intérieurs des appartements pour documenter le départ progressif des résidents. C'est au cours de ce travail de terrain qu'il comprend que la rénovation cache une opération de nettoyage social et que les artistes recrutés par Beaux Arts participent à ces stratégies. En effet, si ce modèle des Creative Cities, selon lesquels se conduisent ces opérations, redonne de la visibilité à des lieux dépréciés, il réduit les habitants indésirables à l'invisibilité. Ce processus est largement documenté dans un film, Dispossession, The Great Housing Swindle, qui est référencé sur le site de l'artiste. En réalité, l'hébergement d'artistes dans des logements subventionnés par l'État n'est pas tout à fait nouveau. Dans les années 60-70, alors que le marché immobilier londonien se tend, les artistes bénéficient déjà de logements gérés par le Greater London Council, mais le cadre est un petit peu différent puisqu'il s'agit à l'époque vraiment de replacer la production artistique au sein des quartiers et de réinsérer les artistes donc, dans la société. Aujourd'hui, ces stratégies de logement, on pourrait dire d'importation d'artistes dans ces quartiers, correspondent plutôt à des politiques anti-squat et au modèle d'une ville néolibérale excluante, voire expulsante. L'augmentation des contrats d'occupation temporaire dont les artistes bénéficient, parfois vendus comme une forme de nomadisme postmoderne, aggrave évidemment la précarisation de ceux qui bénéficiaient auparavant de logements sociaux, tout en permettant aux régies immobilières finalement de rentabiliser les logements vacants en attendant leur rénovation. En Angleterre, le fait que beaucoup des artistes en résidence dans ces quartiers soient recrutés par une association comme Beaux Arts, qui finalement évite qu'ils soient en lien direct avec les promoteurs immobiliers, rend le projet social très flou et fait que les artistes, quand ils arrivent, ne sont pas tout à fait conscients effectivement, d'être au cœur d'un dispositif critiquable. Les résidents, eux, sont lucides sur la raison de la présence des artistes. Ceux de la Balfron Tower ont accueilli les projets artistiques avec scepticisme. Les artistes ont au début été associés aux bailleurs et à la société de gestion. Rab Harling s'est ainsi, au début de sa résidence, trouvé sous le feu des habitants, puis, une fois qu'il a pris leur parti, sous le feu de Poplar Archive, puis de Beaux Arts. Il a été finalement expulsé de son logement, il a vivement dénoncé l'instrumentalisation de l'art, a rejoint les habitants fédérés au sein de l'association Balfron Tower et a poursuivi en justice Beaux Arts sans pour autant obtenir réparation. Alors, dans ce contexte particulier, comment l'artiste peut-il travailler? Quelle forme peut prendre son projet? L'artiste se trouve finalement dans une position liminale en tant qu'observateur participant, un peu comme un anthropologue, et doit naviguer entre deux statuts, celui d'insider et d'outsider. Au cours de la phase d'immersion ou d'investigation, l'artiste fait l'expérience de sa différence. Il est souvent accueilli avec réserve par les membres de la communauté qu'il infiltre, comme on l'a vu ici, mais aussi des jeux de pouvoir qui animent toute communauté. Si le photographe immergé dans l'environnement sur lequel il travaille n'est pas un reporter menant une enquête, il peut initialement être perçu comme un observateur dangereux, surveillant le quartier. L'appareil photo est effectivement intrusif, de longue date associé à la surveillance, au contrôle ou à une visualisation stigmatisante. Lorsqu'un photographe travaille dans un quartier sensible, il attise la méfiance d'habitants se sentant stigmatisés par les représentations médiatiques stéréotypées de leur lieu de vie, et il peut être associé à une surveillance malveillante. C'est uniquement sa présence prolongée sur le terrain qui lui permet de gagner la confiance des habitants.
Les artistes engagés dans les projets collaboratifs, hein, vous remarquez que j'emploie le terme artiste hein, plutôt que photographe, là. Donc, les artistes qui interviennent dans le cas de projets collaboratifs rappellent systématiquement la complexité hein, des relations dans ces communautés. Le terme communauté en français est un petit peu différent de l'anglais. En anglais, on dit community, la traduction est délicate. Donc cette community n'est jamais abordée comme quelque chose de stable et égalitaire, mais au contraire comme quelque chose d'instable, de fragmentaire, de rugueux. Elle ne préexiste pas à l'intervention artistique, mais évolue de manière parfois imprévisible et non linéaire au cours du projet. Une partie du travail de Ramp Harling a été faite en collaboration avec l'association Balfron Social Club, qui donc a permis de cadrer également son travail. Tout artiste qui développe une pratique engagée s'interroge sur la forme que peut prendre son intervention, sachant que son identité d'artiste fait qu'on attend de lui une forme d'originalité, quand bien même ce mythe de l'originalité associé aux avant-gardes a été largement déconstruit. Par ailleurs, la résidence dans un quartier en pleine transformation implique un regard qui ne peut pas être simplement artistique, même si l'artiste n'est pas un activiste. La notion d'artivism hein, désigne des pratiques qui entremêlent art et activisme, mais ce n'est pas dans cette démarche-là que se situait Ramp Harling au début. Il a cherché plutôt des formes obliques ou des choix plastiques qui pouvaient coïncider avec les expériences du lieu qui lui ont été rapportées par les habitants ou qu'il a fait au cours de sa vie dans le quartier. Les photos que Ramp Harling a réalisées sont la trace de l'interaction sociale qui a lieu en amont de l'acte photographique. L'image résulte d'une rencontre ou d'une négociation avec le sujet photographié ou le propriétaire des lieux. Dans ses travaux sur la photographie de guerre, Henrietta Azoulay accorde une grande importance aux négociations sociales dont l'image est le fruit et dont elle porte la trace. Dans le contrat civil de la photographie, Azoulay rappelle que le portrait photographique est le résultat de la rencontre entre le photographe et le sujet. L'image est empreinte de cette rencontre. La prise de vue s'envisage dès lors non pas comme une mise en scène d'un sujet objectifié, mais comme une transaction sociale gouvernée par une déontologie ou une éthique. La photo ne fait pas du réel un spectacle, la spectorialité de l'image est dissoute. La démarche du photographe est collaborative. Dans le cas des travaux de Harling, les résidents ont échangé avec le photographe, ont accepté de le laisser entrer dans l'espace intime de leur appartement pour qu'il le photographie. La présence des objets personnels dans les images d'intérieur ne produit pas un effet voyeuriste. Excusez-moi, j'avance un petit peu. Les espaces de vie, privés et intimes, s'offrent au regard complice du photographe. Le regard et l'appareil photo, souvent associés à l'autorité, au pouvoir ou au voyeurisme, ici sont complices. L'image témoigne de ce qu'Azoulay appelle « the civic space of the gaze ». Ce regard partagé constitue un acte de citoyenneté qui échappe au mécanisme du pouvoir institutionnel. Je la cite, « Photography deterritorializes citizenship, reaching beyond its conventional boundaries and plotting out a political space in which the plurality of speech and action, in Arendt's sense, is actualized permanently by the eventual participation of all the governed. » Ce renversement éthique de la photographie, dissocié de l'autorité et du pouvoir, produit une contre-visualité, pour reprendre le terme de Mirzoeff. En s'interrogeant sur ce que l'artiste impliqué dans le projet socialement engagé et collaboratif peut produire, Alana Jelinek, artiste influencée par les pratiques de l'anthropologie sociale, propose que l'art est avant tout une pratique, on pourrait dire une praxis, qui doit être libérée de l'influence des politiques néolibérales et s'affirmer en tant que constructrice d'un savoir différent bien sûr de celui élaboré par les sciences humaines. Dans son ouvrage controversé « This is not art, Activism and Other Not Art », elle avance que l'art doit être, je la cite, « a knowledge-forming discipline ». L'anthropologue Jennifer Clark, travaillant aussi à la croisée de l'art et de l'anthropologie, aborde, elle, l'écologie des pratiques. Elle souligne la situationnalité des regards, l'éthique que la situation dicte, la dimension instable de l'être ensemble et la nécessité de pratiques, qu'elles soient anthropologiques ou artistiques, critiques et autocritiques. Dans les productions issues de sa résidence dans la Balfron Tower, Harling met en effet en forme un savoir qui n'est pas un savoir scientifique ou institutionnalisé sur la tour, mais un savoir dérivé à la fois des échanges avec les résidents et de sa propre expérience des lieux. Ramp Harling produit plusieurs
types de travaux dans le cadre de sa résidence dans la Balfron Tower. Il produit, comme vous pouvez le voir ici, une série d'installations photographiques conceptuelles. Il produit également Turning Balfron Tower Inside Out, qui réunit des photographies des intérieurs des appartements avant la rénovation, en respectant strictement le même cadrage, ainsi que des vues prises depuis les fenêtres, montrant le quartier et la ville. Ces images ont été exposées tantôt sous forme d'installation, tantôt sous forme de projection. Et puis, il produit également 2 films plus militants, incluant des photographies, des films, des témoignages, Inversion Reflection, What Does Balfron Mean to You, un film de 8 minutes 20, et puis dont le script a été publié par Humelak Magazine, vous en voyez une page ici. Et puis un film qui s'appelle Inversion Reflection, Keith, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, dans ces différentes propositions, la photographie est utilisée de manière diverse. Elle garde, dans les 3 cas, son pouvoir d'enregistrer l'état d'un lieu avant sa destruction, et est donc investie d'une double fonction documentaire et mémorielle. Elle résiste à l'effacement de la mémoire des lieux. Néanmoins, elle ne produit pas une archive du lieu, ou, si c'est le cas, c'est une archive vivante, telle que la définit Stuart Hall, c'est-à-dire non autoritaire, plurielle, ouverte. Intégrées à des installations ou des sculptures, les photographies de la tour deviennent des objets ou des matériaux artistiques appartenant au régime allégorique ou métaphorique. Harling a assemblé les images de manière à évoquer l'esthétique moderniste et brutaliste du bâtiment. Dans A Delicate Sense of Tower, il photographie le même endroit à l'intérieur de la tour, à intervalles réguliers, au cours d'une même journée, afin d'inscrire le temps dans l'espace et d'associer la photographie à l'inscription de la lumière et à son enregistrement mécanique. La rigueur du protocole et la présentation des photos dans des structures métalliques et géométriques reprend l'esthétique de Goldfinger. Certaines photos sont enchâssées dans des structures qui rappellent autant la chambre photographique que les ascenseurs de la tour. Les photographies font aussi écho aux émotions que les habitants ont rapportées, notamment le mélange d'un sentiment de sécurité et d'insécurité à l'intérieur de la tour, entre autres dans les couloirs de la tour que Harling a photographié. Dans la série de photographies intitulée Inversion Reflection, donc présentée soit sous forme d'installation, comme vous pouvez le voir là à gauche pour vous, soit sous forme de diaporama, selon les contextes d'exposition. Le cadrage, mais également l'accrochage et le montage des images dans le diaporama servent le propos. Le choix d'un cadrage homogène pour les photographies d'intérieur, centré sur les 3 fenêtres, souligne la rigueur géométrique et la régularité de l'architecture moderniste, mais montre aussi que chaque habitant trouve une manière d'exprimer ses goûts ou usages personnels à travers l'aménagement intérieur. Les images constituent finalement des portraits in absentia. Dans la série, la tour articule visiblement l'utopie de l'habitat collectif et les espaces individuels habités. Dans l'exposition ou la projection, Harling fait alterner les images des intérieurs, à différents stades d'occupation, et les images qui révèlent la vue du quartier ou de la ville, visible depuis les étages. L'habitat individuel, idéalement perçu comme en retrait de la ville et des interactions sociales ou des exercices de pouvoir, se trouve par ce biais réinséré dans le tissu urbain. Les conditions de vie apparaissent dès lors manifestement comme le résultat des politiques en matière de logement ou d'aménagement du territoire. Le montage ou l'accrochage est donc une manière de repolitiser l'expérience individuelle des habitants. Dans les 2 films associés à Inversion Reflection, l'image photographique est accompagnée d'une voix off, celle des résidents ayant vécu dans la Balfron Tower, mais les visages ne sont jamais visibles. Dans What Does Balfron Tower Mean to You, les fragments photographiques animés ont été filmés tout au long de l'année, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que l'artiste a séjourné longuement dans la tour, donc le temps est visible dans l'image. Dans Inversion Reflection, c'est Keith Miles qui habitait la tour de 1998 à 2013 qui témoigne. Sa voix proche et marquée par l'émotion est vraiment la trace de la rencontre avec le photographe qui fait de la parole un témoignage. Keith évoque l'absence d'entretien de la tour, le mépris des résidents, mais aussi leur attachement à leur lieu de vie. Les habitants dont l'expérience est rapportée expriment des sentiments contradictoires. Conscients des problèmes divers qui ont fait des tours des espaces sensibles, comme on dit,
Ils évoquent aussi le plaisir d'habiter là, de retrouver leur maison, leur espace à eux, marqué par le souvenir de leur vie et leur famille. En plus de ces évocations plus personnelles, Keith soulève la question des droits. À qui appartient la tour? Est-ce que le fait de l'avoir habitée pendant longtemps donne des droits aux habitants? Dans son discours, il mentionne d'ailleurs la tour, au singulier, comme objet immobilier doté d'une valeur financière, et les appartements, les gens, les vies à l'intérieur. Il souligne aussi que la vue sur la ville, que seule cette architecture verticale peut offrir, n'est plus un droit partagé, mais un privilège, un droit de regard, pourrait-on dire, en référence au titre de l'ouvrage éponyme de Derrida. Donc vue accessible uniquement aujourd'hui aux plus riches, puisque les appartements en haut de la tour sont plus chers. Keith explique « I was mugged out of the building of my home ». Et la scission dans la phrase entre « the building, my home » montre bien le double statut de la tour et des appartements. Dans les deux films, Howling oppose à la patrimonialisation du logement social ou l'esthétisation de l'habitat la constitution d'archives vivantes et plurielles. L'habitat populaire a été en fait beaucoup photographié en Angleterre, les archives photographiques ont été largement étudiées. Ces images peuvent générer une certaine nostalgie ou une dépolitisation. Dans le cadre de la rénovation, l'appartement occupé par Goldfinger pendant 2 mois juste après la rénovation de la tour, au 24e étage, a été entièrement rénové et reconstitué par le National Trust. En juin 2014, de nombreux événements ont été organisés par le British Council, des visites guidées ont été animées par des historiens. Il y a eu aussi des ateliers organisés par les designers de la tour, des conférences sur l'habitat vertical, donc tout un tas d'événements qui ont bien signalé que la tour aujourd'hui, c'était plus une cité à risque, mais c'était devenu un objet architectural qui fait partie d'un patrimoine institutionnel. Entre le risque de l'esthétisation délibérée ou rétrospective de l'habitat des classes ouvrières et celui de l'esthétisation de l'objet architectural, l'artiste doit donc trouver une manière de stimuler une pensée critique autour de la rénovation de la tour. L'image photographique doit trouver sa spécificité et se distinguer à la fois de l'image de presse qui stigmatise les tours et ses populations et de l'image archivistique qui peut esthétiser le lieu. L'intégration de témoignages semble alors nécessaire. L'image, désincarnée quand elle n'inclut pas les résidents, propose une présence sonore qui conjure le risque de voyeurisme ou d'objectification et qui reproduit la situation d'écoute vécue par l'artiste sur le terrain. Pour conclure cette présentation, je reviendrai à la position défendue par Ariela Azoulay et proposerai que le travail de Rob Howling occupe non pas un champ discursif politique, mais un espace de citoyenneté. Dans Civil Imagination, A Political Ontology of Photography, Azoulay explique, je la cite, « The civil must be separated from the political and defined in its own right as the interest that citizens display in themselves, in others, in their shared form of coexistence, as well as in the world that they create and nurture. » En élargissant l'analyse de la photographie de l'événement à l'analyse de l'événement que constitue l'acte photographique, on dessine une nouvelle ontologie de la photographie comme praxis, une praxis que je définis comme une démarche herméneutique et autoréflexive, un procédé de mise en forme d'interaction, une manière d'œuvrer le réel et la vie sociale dans toute sa pluralité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention très riche. Est-ce qu'il y a immédiatement des réactions, des questions qui se poseraient de manière urgente et brûlante? Pour ouvrir le débat, alors c'est pas forcément une question précise, c'est plutôt une réaction. Ça m'a beaucoup évoqué une métaphore thatcherienne sur laquelle j'étais tombé en m'intéressant justement au discours de Margaret Thatcher et ce discours très connu de 1988 où elle a déclaré « There is no such thing as society ». En fait, dans la suite de l'entretien, elle utilise une métaphore qui est, elle explique finalement ce qu'il y a comme contraire de la société, « a living tapestry of men and women ».
Et en fait, la métaphore de la living tapestry, en travaillant un peu dessus, j'avais découvert qu'elle remontait justement à l'utopie travailliste du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est Naïb Ivan qui du coup a été le ministre du logement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la reconstruction, qui en fait était à l'origine de cette métaphore, et justement lui essayait de définir à travers ça une utopie où il disait, voilà, les médecins, les ouvriers, en fait il y a tout un tissu social à réussir à maintenir et à conserver. En fait, profitons de cette destruction pour réinventer un mode nouveau. Et finalement, voilà, Margaret Thatcher a bien montré aussi ce qu'il en était en reprenant finalement la même métaphore au moment où elle est en train de défendre cette démocratie de propriétaires, voilà, cet accès complètement différent au logement qui n'est plus un droit, mais qui finalement est un rapport individuel à la propriété. Bon, ce qui m'a évoqué aussi, c'est ce renversement finalement de la visualité et de la contre-visualité, pour reprendre le vocabulaire de Nicolas Mirzoeff que vous avez repris. Finalement, c'est une visualité qui émerge d'une contre-visualité d'une certaine manière. Voilà. En tout cas, il y a véritablement un jeu de résistance, d'offensive. Voilà, donc finalement, la méthodologie de Harling et aussi voilà, le constat photographique de telle manière à pouvoir créer cet espace. Oui, c'est ce que je trouve intéressant dans ce moment de sa carrière. C'est finalement un jeune artiste qui arrive, je ne vais pas dire de manière naïve, mais voilà, avec, en pensant pouvoir travailler de manière sincère, non biaisée dans un espace, et de produire donc une œuvre photographique en tant qu'artiste, et qui fait l'expérience de la manière dont il est piégé dans ces interactions et ces stratégies, et qui finit par passer d'une photographie artistique conceptuelle à un documentaire, et à constater que finalement... alors, bon, ça c'est une vraie question. L'image peut-elle être efficace sans la voix, en fait, sans le texte? Lui m'a expliqué que pour lui, non. Il fallait remettre du texte, remettre des explications, parce que son constat, c'était que l'image photographique ne suffit plus. Voilà, ce qui est une vaste question, évidemment. J'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Je me demande, en fait, si je ne me trompe pas, on n'a pas vu beaucoup de photos de Harding, de son projet photographique. Vous avez parlé des installations, vous avez parlé des choses qu'il a faites à côté, les films, mais il y a, si j'ai bien compris, si j'ai bien saisi, il y a des photos, on en a vu deux, avant et après, parce que vous avez beaucoup parlé en fait de la manière, de sa manière d'aborder ce sujet, de la contre-visualité. Bon, après, c'est un long débat. Ce qu'on voit là, c'est l'installation. Voilà. C'est vrai que le mode de visualité, il est particulier, on va dire. Il n'attaque pas directement son sujet, c'est pas de la photographie sociale, c'est pas du militantisme, ça passe par l'art contemporain, donc il y a une autre manière d'aborder le sujet. Mais cette manière aussi d'aborder le sujet, il équivoque, enfin je crois, d'où ma question, est-ce qu'il a travaillé sur son double rôle? Parce que vous avez parlé des artistes en fait qui finalement, malgré eux ou à leur propre science, si j'ose dire, faisaient partie d'un système immobilier qui déplaçait les gens. Lui, il est venu en fait faire le contraire en tant qu'artiste, mais ma réflexion est la suivante. Il y a un positionnement social des artistes dans cette situation-là, et lui, comme disait Marx, il fait le traître en fait par rapport aux artistes. Il ne suit pas la manière selon laquelle la société immobilière a essayé d'instrumentaliser les artistes. Il a suivi son propre chemin. Et ma question est, est-ce qu'il a travaillé ou est-ce qu'il y a une réflexion chez lui sur le rôle des artistes dans ce genre de situation? Oui, bien sûr. Alors, il n'était pas du tout le seul artiste présent dans la Balfron Tower. Il n'est pas du tout le seul artiste à faire l'expérience voilà, son instrumentalisation. Simplement... les artistes, en fait, ils signent des conventions avec la régie immobilière pour habiter en fait les appartements qu'ils habitent, qui deviennent aussi leurs ateliers. Donc, il y a un contrat qui est signé. Ils signent un contrat aussi avec alors ces associations comme Beaux Arts. Je sais pas bien si ça existe en France aussi, qui font vraiment le relais en fait entre la municipalité et les artistes, qui ont un statut un petit peu particulier qui, je crois, est propre à l'Angleterre.
Donc, lui, il signe aussi un contrat de résidence avec cette association, dont il est, il est lié juridiquement à eux, et il a perdu son procès contre Beau Arts lorsqu'il a été expulsé. Donc, lui, l'artiste, il est engagé par ces contrats. Une fois que ces artistes, je parle au pluriel parce que vraiment son cas est représentatif de celui de plein d'autres artistes, constatent qu'ils sont instrumentalisés, il est difficile pour eux de renoncer à leur logement et de se désengager des contrats qu'ils ont. Donc, quelle solution s'offre à eux? C'est là où effectivement Rab Harling va rejoindre l'association des habitants. À partir de ce moment-là, on lui interdit de prendre des photos et de travailler dans la tour. Donc, il entre en résistance, lui. Il utilise les liens qu'il a tissés avec les habitants et la confiance qu'il a d'eux pour prendre ses photos malgré tout et se dire que plutôt que de quitter le navire, il va essayer de produire effectivement un documentaire et alors il a écrit un long texte qui est presque un pamphlet contre le art washing, justement, qui est une dérive des creative cities où finalement on va utiliser les artistes pour attirer les touristes dans des lieux où on va proposer justement des ateliers artistiques. Enfin, il y a la même chose en France, vous voyez bien ce type de structure. Et donc c'est là où il va basculer d'un travail artistique à un travail qui est à la fois documentaire et militant. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, en partie. Oui, en fait, je veux votre avis à vous. Est-ce que vous pensez que ce genre de contre-visualité est quelque chose qui est militant? Parce que pour moi, ça reste dans le contexte de l'art contemporain. Je ne dis pas que c'est pas bien. Donc, le documentaire qui fait la Invasion Reflection, c'est tout à fait militant. Il a été projeté dans le cadre de l'association de Balfron Social Club, qui est une association militante. Le documentaire The Great Housing Swindle est un documentaire également militant. Et donc là, on bascule effectivement sur un autre type de production. Je ne sais pas s'il est particulièrement utile de mettre une étiquette dessus. Ce que fait Rab Harling, c'est qu'il recycle un certain nombre de ses photos qu'il avait utilisées dans les installations artistiques, dans ses montages filmiques, où c'est plutôt des diaporamas. Et donc, c'est plus l'exposition, la présentation de la photo qui en change le statut que la photo elle-même. En fait, je ne connaissais pas cet artiste et il a l'air passionnant. Et en fait, il a fait plein de choses et comme vous l'avez déjà souligné, il y a un côté conceptuel chez lui. On a du mal, si on ne se frotte pas avec son œuvre, de se faire une idée de ce qu'il fait exactement. C'est pour ça que j'essaie de joindre les bouts, enfin, d'avoir une première rencontre avec cet artiste pour voir un peu ce qu'il fait. Et... Ce que je disais, je trouve intéressant de voir en image le produit de sa réflexion sur le statut de l'artiste. Qu'est-ce qu'un artiste fait dans cette situation-là, quoi. Merci. Une autre question. On a encore un petit peu de temps. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question par rapport à l'absence des habitants sur ces photographies, parce que du coup, c'est un petit peu l'exact contraire de ce que nous a présenté Anaïs Feilleux avec Monique Hervaux, puisqu'on a d'un côté une ultra-présence ou omniprésence des habitants et une absence de protocole photographique dans les photographies de Monique Hervaux. Et là, on a un protocole photographique qui semble effectivement venu de l'art contemporain et assez respecté vraiment à la lettre. Et une absence totale visuelle des habitants, mais pas sonore ou textuelle, puisque vous dites qu'il a fait des entretiens avec ses habitants et qu'il restitue cette parole, mais à travers l'audio. Donc, est-ce que vous savez pourquoi il a fait ce choix de ne pas les montrer, mais de les écouter et de les faire entendre? Est-ce qu'il le dit ou est-ce que vous lui avez posé la question? Alors, il y a une différence quand même qui est très importante, me semble-t-il, entre les deux corpus. C'est que, comme vous l'avez expliqué, Monique Hervaux, elle fait des photographies qui ne sont pas destinées à être exposées. Donc, on est dans la photographie, dans son usage éventuellement intime, avant d'être documentaire. Harling travaille d'emblée dans une perspective différente, puisqu'il est en résidence, il va réaliser une installation. Donc, de toute façon, s'il photographie des habitants, c'est pour les montrer, les exposer. Et ça, évidemment, on comprend aisément qu'il cherche à échapper à cette visualisation un peu stigmatisante, justement, des habitants de la tour, qui
évidemment, on n'est pas dans les bidonvilles de Nanterre, voilà, mais c'est quand même un habitat précaire et des habitants qui sont parfois dans des situations sociales très délicates. Donc, il y a un refus de voyeurisme, en fait, hein, et effectivement, ils cherchent à ne pas reproduire voilà, les images qui circulent dans les médias de ce type d'habitat et d'habitants pour se concentrer sur uniquement l'espace de vie. Et c'est ça qui l'intéresse, en fait. Il s'intéresse à la ville comme système. Hein, et cette double fonction hein, de la tour comme habitat et architecture. Donc, pour lui... sa ligne de conduite, hein, sa déontologie, c'est effectivement de mettre personne visuellement dans les images. Il réintroduit la voix, aussi, je pense, parce que dans sa méthode, dans sa praxis qui est héritée de l'anthropologie, il se place comme étant à l'écoute hein, des habitants. Et donc la voix permet effectivement d'éviter les enjeux de pouvoir qui peuvent interférer avec l'image, et notamment l'image des autres en souffrance. Donc c'est quand même pas la même éthique du tout. Donc c'est ce qu'il explique. Je vais être un peu dans la provocation peut-être, mais pourquoi est-ce que la présence des habitants sur une photographie serait forcément du voyeurisme ? Et leur témoignage ne l'est pas. C'est-à-dire que si on associe la photographie au témoignage oral, qu'il y ait les habitants ou pas, qu'est-ce que ça change fondamentalement ? Il y a quand même beaucoup d'images qui ont circulé en Angleterre, hein, des banlieues dans les années 60, avec une esthétique relativement semblable à celle qui a été montrée avant, qui sont des photographies peuplées, avec des habitants, notamment beaucoup d'enfants. Il y aura un travail intéressant, je pense, à faire sur la présence des enfants dans ces corpus photographiques. Et donc, ces images prises dans les années 60, 70, elles ont beaucoup circulé, elles ont été exposées, elles ont été vues, et je crois qu'elles créent une mémoire visuelle chez le spectateur qui peut effectivement empêcher de voir... En fait, ce qui intéresse Harling, c'est le système politique qu'il y a derrière la vie des gens. Et donc, s'il veut montrer le système, il va chercher, lui, à défigurer l'image, c'est-à-dire à ne pas mettre justement de visage pour éviter cette visualisation donc, qui est celle de la photographie des années 60, mais qui est celle aussi du reportage photographique de presse, de la télévision, etc. Donc, je pense que tout artiste et tout photographe s'inscrit dans la suite de ce qui a été fait. Donc il sait ce qui a été fait, il sait à quel point les visages ont été omniprésents dans cet habitat, que parfois ça a servi à dépolitiser en fait, excusez-moi les termes me viennent en anglais, mais faire disparaître le système au profit des gens. Et lui il veut faire autre chose. Je crois que, moi ce qui m'intéresse c'est qu'il se pose vraiment la question de comment faire en fait, comment faire pour échapper à ça. D'où l'absence de personnages, de visages, qui reviennent par la voix. Et moi, montrer un visage ou montrer un corps ou faire entendre la voix, ce n'est pas la même chose. Alors, oui, qui est donc une image qui a été montée, comme vous le voyez, pour l'exposition et la diffusion du film. Mais le visage de Keith ne réapparaît pas du tout ensuite dans la projection. Il y a évidemment ce grand documentaire filmique de Ken Loach, Cathy Come Home, qui a été produit en 1966, qui est un exemple de... Ken Loach lui-même a expliqué ensuite que son film, qui était quand même... La tragédie du mal logement était incarnée par Cathy. Il a expliqué lui-même que la présence de ces personnages faisait disparaître le système. Et lui, ce qui lui intéressait, bien sûr, Ken Loach, c'est le discours sur le système. Donc voilà, il y a toute une histoire de ça. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la troisième intervention de cette matinée, qui du coup va nous permettre de continuer l'exploration
des méandres, des relations entre résistance et contre-visualité. Donc pour parler comme Nicolas Mirzoeff, pour cette troisième intervention de la matinée, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Noireau, qui du coup est maîtresse de conférence en études photographiques à l'université de Lyon 2, qui est également co-rédactrice en chef de la revue Focale, qui est éditée par donc, revue qui est photographique uniquement, qui est voilà, essentiellement avec une ouverture plus large aux cultures visuelles, et qui du coup vient voilà, nous présenter aujourd'hui une intervention intitulée photographier la ZAD, du cliché aux images, contribution aux imaginaires en cours et peut-être aux contre-visualités également. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour l'organisation de ces 2 journées de recherche auxquelles je suis très heureuse de participer. Alors, apparus dans les années 2010, les ZAD au sens de zone à défendre sont rapidement devenus un symbole majeur du combat écologique mené contre des projets d'aménagement jugés nuisibles à l'environnement, les fameux GPII, les grands projets inutiles imposés, caractérisés par l'occupation permanente, généralement illégale et plus ou moins durable d'un site. Les ZAD, dont l'acronyme est, rappelons-le, le détournement d'un sigle administratif désignant les zones d'aménagement différées, participe d'un renouvellement inédit des formes de contestation et de lutte fondées sur l'habité. Articulant une dimension à la fois oppositionnelle... Ah, c'est bon. ça bug un peu. Ah, je vais essayer de ne pas toucher. Donc une dimension oppositionnelle, offensive, autrement dit une lutte contre... Ça clignote un peu, je sais. Ça surchauffe ou si c'est un défaut de contact. Ah, je pense que c'est ça. Non. Il est très chaud aussi. Ouais. Il y a un faux contact en retard. Peut-être quand on les branche, on rebranche. Voilà, ça a l'air d'aller. Merci. Donc qui articule une dimension à la fois oppositionnelle au sens d'une lutte contre des projets d'aménagement, mais aussi, me semble-t-il, une dimension défensive et que j'appellerais propositionnelle, donc une lutte pour défendre et expérimenter des modes de vie alternatifs fondés entre autres sur l'autonomie et l'autogestion. Alors si cette expérience que l'on pourrait qualifier de révolutionnaire, consistant à habiter en lutte, pour reprendre la belle formule de collectif commun, c'est-à-dire de lutter, qui consiste à lutter en habitant et inversement à habiter en luttant, en politisant le moindre geste du quotidien, semble au départ se dérouler relativement à bas bruit, elle va vite constituer un événement politique mais aussi médiatique majeur, surtout à partir de 2012, date de la fameuse opération César, qui fut la première tentative d'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes qui historiquement a été la première ZAD à s'autoproclamer comme telle, et contre donc, le projet d'aéroport de Nantes, et qui va rapidement devenir un modèle pour de nombreuses autres ZAD en France et à l'étranger. Alors les représentations que les médias traditionnels, disons, vont en donner s'avèrent, en tout cas au départ, relativement, enfin assez simplificatrices, parfois caricaturales, pour ne pas dire mensongères, par un processus de typification bien connu des théoriciens des médias. Les zadistes, comme on les appelle, sont présentés comme des individus dangereux, armés jusqu'aux dents et prêts à en découdre. Ainsi résume le photographe Bruno Serralong, je cite, « Il y a beaucoup d'images de Notre-Dame-des-Landes, mais toujours un peu les mêmes. Les zadistes portent des sweats à capuche, tournent le dos à la caméra ou sont floutés parce qu'ils refusent d'être photographiés ou filmés, se construisent des agencements visuels spécifiques qui vont être reconnus immédiatement par les spectateurs. C'est très efficace, mais incroyablement réducteur. Or, ajoute-t-il, on doit pouvoir photographier autrement. » Et c'est précisément sur cette autre manière de photographier la ZAD que j'ai souhaité axer ma communication d'aujourd'hui, en m'intéressant plus particulièrement aux images, on pourrait qualifier d'alternatives ou contre-hégémoniques,
produite par un certain nombre d'artistes photographes issus de ce que certains appellent le nouveau documentaire critique et qui travaillent donc de façon indépendante en dehors du champ journalistique traditionnel, mais qui se situent aussi à l'écart du point de vue strictement militant. Alors parmi eux, Bruno Serralong, Jürgen Nefsger, Philippe Gratton, Elisa Larvego ou encore Louis Maton vont en effet élaborer au fil des années diverses stratégies visuelles ou contre-visuelles, originales et singulières qui vont permettre à la fois en quelque sorte de contrer ou on pourrait dire de déconstruire certains clichés véhiculés autour de la ZAD, mais aussi et surtout de produire de nouvelles images, d'inventer de nouvelles formes, donc des nouvelles formes pour mieux, on pourrait dire, représenter la ZAD au sens à la fois esthétique, politique et parfois même, on le verra, juridique, et faire écho à l'inventivité et à la créativité aussi de ces nouvelles formes de lutte. Mais inventer de nouvelles formes artistiques aussi qui revendiquent à leur tour une certaine autonomie par rapport à leurs référents en se définissant peut-être elles-mêmes comme des espaces de résistance et des zones à défendre. Ce que je donne à voir, précise Jürgen Nefsger, est lié certes à la lutte, mais en même temps c'est surtout associé à ma démarche artistique. Il s'agit, pour Bruno Serralong, dit-il, de montrer et de participer à une lutte par la photographie, lutter depuis sa propre place. Alors pour aborder et accompagner les luttes menées sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, notamment dans la continuité des séries qu'il a consacrées à d'autres mouvements de contestation depuis le milieu des années 90, en particulier au Chiapas auprès des zapatistes, Bruno Serralong s'éloigne des représentations médiatiques dominantes, principalement axées sur l'idée de violence ou de conflit, en adoptant une méthode singulière mise en place dès le début de sa carrière et qu'il qualifie lui-même parfois d'anti-journalistique, et fondée sur une esthétique de l'écart, du pas de côté ou du décalage subtil, proche de celle défendue par Alan Sekula à peu près au même moment, notamment lors des manifestations contre l'OMC à Seattle, où il en appelait à faire des marges de l'événement le centre de sa production photographique. Donc, à l'opposé de la grande majorité des photojournalistes, Bruno Serralong décide d'aller à la rencontre des opposants, de travailler dans la durée, entre 2014 et 2019, pour être plus précis, en essayant de comprendre ce qui se joue sur la ZAD, ce qui s'y passe réellement, sans chercher à capter l'instant décisif qui rendrait compte de tout. Il évite donc soigneusement l'axe généralement privilégié par les médias pour s'intéresser au contraire au moment du quotidien, en apparence anodin, aux actions de la vie collective, auxquelles il lui arrive d'ailleurs souvent de participer, comme la récolte des pommes de terre ou les différents moments de rassemblement, de rencontres et de discussions, notamment lors des assemblées générales. Des images qui privilégient en somme la communauté, ou pourrions-nous dire le commun au double sens du terme, au sens propre comme au sens figuré, et donc qui privilégient le collectif sur l'individu, faisant ainsi aussi bien sûr écho au principe même de la vie sur la ZAD et renvoyant explicitement à ce mode d'organisation sociale qui se veut plus horizontal, non hiérarchique et sans leader. On peut rappeler d'ailleurs que sur la ZAD, tous les habitants, en tout cas lorsqu'ils s'adressent aux médias, se font appeler Camille, un pseudonyme volontairement neutre, non genré et sans identité définie. Alors le parti pris photographique de Bruno Serralong lui permet également, on en parlait tout à l'heure, de préserver aussi l'anonymat des occupants. On connaît l'usage policier des images et en particulier sur la ZAD et la méfiance, la défiance légitime de certaines et certains d'entre eux envers les journalistes et les photographes d'une manière générale. Ce qui va évidemment constituer aussi un défi pour la plupart de ces photographes quand ils vont aller faire des photos sur la ZAD. Alors, on retrouve également cette volonté de faire écart dans d'autres partis pris iconographiques, comme celui du paysage, qu'on retrouvera aussi chez Jürgen Nefsger, dans le sens où, comme le précise Bruno Serralong, regarder et enregistrer comment le territoire est préservé, modifié, utilisé, c'est aussi parler du type de vie qui se déroule dessus et donc de la lutte qu'on y mène. Une manière de traduire peut-être ce régime de territorialité spécifique de la ZAD qui implique, pour reprendre une formule de Pablo Corroyer, une territorialisation du politique tout autant qu'une politisation du territoire et qui fait de ce dernier un acteur à part entière de la mobilisation et qui, on va le voir aussi dans la série de Jürgen Nefsger à Bure, inclut aussi comme compagnons de combat des humains, mais aussi des non-humains, des animaux, des plantes, des végétaux.
et qui trouve peut-être un écho aussi avec le slogan qu'on a beaucoup entendu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes notamment, et qui veut que nous ne défendons pas la nature, mais nous sommes la nature, ou nous sommes le vivant qui se défend. Alors, outre les partis pris iconographiques, on peut également souligner l'importance des partis pris techniques et esthétiques mis en jeu par Bruno Serralong. Comme j'ai une pratique artistique, dit-il, je me dis que la forme aussi doit être différente. On ne peut lutter pour des luttes qui revendiquent très fortement des nouvelles manières d'habiter et de vivre en utilisant des formes qui sont issues du monde néolibéral. Ce qui rejoint un peu cette idée défendue par Audrey Lorde, qu'on ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître. Alors pour produire ce qu'il nomme lui-même des images de basse intensité, anti-spectaculaires, qui peut aussi peut-être évoquer en un sens cette stratégie des temps faibles de Raymond Depardon, Bruno Serralong opte pour des choix techniques spécifiques, comme le recours à la chambre grand format, qui nécessite une certaine forme de lenteur et qui correspond là aussi assez bien, en l'occurrence, au mode de vie, au mode de lutte qui se déroule sur la ZAD. Alors, dans le corpus de Bruno Serralong consacré à Notre-Dame-des-Landes, on voit aussi apparaître un sous-ensemble qui se distingue par son nombre et ses partis pris techniques, puisqu'il n'utilise plus cette fois-ci la chambre, mais un appareil, un réflexe numérique afin d'obtenir un très grand nombre d'images. Alors, il s'agit de la série consacrée aux naturalistes en lutte, dont une sélection de 79 photographies a été réunie dans un ouvrage récemment paru et qui rappelle explicitement l'esthétique des ouvrages de botanique, qui en reprend d'ailleurs la maquette de l'un d'entre eux, comme vous le voyez ici. Alors Bruno Serralong y a suivi pendant plusieurs années les sorties dominicales et organisées de manière mensuelle par ce groupe de botanistes amateurs et professionnels qui s'était donné pour objectif ambitieux d'inventorier de façon très précise la faune et la flore de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes afin de lutter contre ce projet d'aéroport qui, s'il s'était installé sur cette zone bocagère, humide et très riche en biodiversité, aurait détruit pas moins de 2000 espèces animales et végétales et notamment plus de 200 espèces protégées. Et donc il s'agissait aussi de fournir une contre-expertise à celle qui avait été réalisée par les promoteurs de l'aéroport qui avaient conscience de cette biodiversité, mais qui avaient évidemment tendance à la minimiser et surtout à penser que cette perte en biodiversité était compensable. Alors il s'agissait aussi, l'enjeu était de nourrir les divers dossiers juridiques contre le projet et donc on verra comment Bruno Serralong va participer justement par ces images à fournir ces dossiers juridiques. Alors, ces sorties avaient aussi la particularité d'être ouvertes à tous et Bruno Serralong s'est rapidement saisi de cette occasion pour y participer en mettant à contribution ses compétences de photographe. Comme il le dit, c'est un travail... Alors, c'est un travail formellement, comme je disais, très différent des autres photos, puisque donc, elles sont réalisées avec un réflexe numérique. Et chaque photo, comme vous le voyez ici, est ensuite imprimée en petit format 24 x 36, contrairement aux autres images qui ont généralement un grand format, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et qui ici sont regroupées dans une frise murale, donc les unes à la suite des autres, et qui se déploient sur plusieurs lignes, en laissant entre chaque série un espace de respiration qui leur confère aussi un rythme et qui redonne aux spectateurs cette sensation de promenade. Alors, il écrit pour les naturalistes, il revient sur ces partis pris techniques et formels. Pour les naturalistes, utiliser la chambre photographique avec des films argentiques impliquant lourdeur et lenteur du procédé aurait été un non-sens par rapport à la forme de lutte mise en place par les naturalistes. J'ai vite compris que mes compétences pouvaient être mises au service de la lutte, à condition que je réalise un nombre important de photographies et que je puisse les transmettre rapidement. Et je termine la fin du paragraphe, c'est en étant attentif au contexte de cette lutte spécifique que j'ai produit un travail spécifique. Je n'ai pas cherché à imposer une forme qui préexisterait à cette lutte, mais bien à amplifier celle qui était à l'œuvre en reprenant les manières de procéder. C'est dans un deuxième temps seulement que ces photos existent dans le champ de l'art. Donc on en arrive à un dernier point concernant Serralong que je souhaiterais évoquer, mais qui en fait concerne l'ensemble des artistes de mon corpus, c'est que tout en demeurant seconde au sens chronologique du terme, je dirais la question formelle, donc qui transforme aussi ces images de lutte
en autre chose que des manifestes strictement militants et qui les fait peut-être passer du statut de document à celui de monument, n'en est pas pour autant secondaire, mais demeure essentiel et constitue peut-être, paradoxalement, en tout cas c'est mon hypothèse, le véritable lieu d'engagement de l'artiste, ou du moins de la contribution de l'art à la lutte, en tout cas si l'on en croit le philosophe Jacques Rancière, pour qui la contribution de l'art à l'action politique ne se donne pas sous la forme d'une efficacité calculable. L'art critique, écrit-il, est un art qui sait que son effet politique passe par la distance esthétique et que cet effet ne peut être garanti et comporte toujours une part d'indécidable. Il en a fait important pour Bruno Serralong, et ce dernier y insiste à plusieurs reprises dans ses entretiens, que ces images ne soient pas cantonnées au monde de la lutte, mais migrent vers d'autres milieux, qui certes ont aussi leurs propres contraintes, leurs propres limites et leurs propres contradictions, mais qui ont l'avantage, selon lui, de toucher d'autres personnes qui ne sont pas déjà convaincues ou tout simplement au courant de ce qui se passe. Ou encore, je cite Bruno Serralong, si ces images peuvent apparaître comme provenant d'un contexte partisan et militant, il est important que celles-ci, par la suite, s'en émancipent et aillent se loger dans d'autres lieux. Je n'ai pas le temps de développer, on y reviendra peut-être pour les questions, sur la manière dont ça se traduit aussi par l'adoption de ces grands formats qui sont placés dans des capots plexi et qui leur confèrent aussi une sorte d'autonomie même dans l'espace, sans légende. Enfin, le texte n'est jamais loin, mais disons qu'il y a une autonomie et que l'un n'illustre jamais l'autre. Alors, j'en arrive donc... On a ici une vision de l'espace. Voilà. Alors, on retrouve cette même volonté de contribuer effectivement à la lutte tout en s'en détachant quelque peu chez l'artiste Jürgen Nefsger dans sa série sur Bure, donc une autre ZAD, ou en tout cas ce qui lui ressemble dans la mesure où les opposants au fameux projet CIGEO, donc un projet d'enfouissement de déchets nucléaires situé dans cette zone forestière du Bois-le-Juc, occupée entre 2016 et 2018, ont rejeté en fait l'étiquette zadiste en raison de son caractère réducteur, mais en réalité la grammaire d'action et l'imaginaire qu'il mobilise, évidemment, sont assez similaires. Voilà, donc, alors pour Jürgen Nefsger également, il s'agit de choisir des sujets en fonction de ses propres centres d'intérêt. Chaque projet est précédé et accompagné d'un travail de recherche minutieux, mais, ajoute-t-il, pour que les images soient réussies et deviennent œuvres, il faut qu'elles dépassent le simple propos initial, car sinon elles ne seraient que des illustrations. Là encore, donc les photos aussi entre ce statut de document, d'outil, voire d'arme de lutte pour ensuite s'en émanciper et peut-être acquérir une portée plus universelle et symbolique. Lorsqu'on regarde mes images, on ne peut savoir de quelle lutte il s'agit. Il faut lire le titre, les textes ou regarder la vidéo présente dans l'exposition pour comprendre le contexte. Je pense que mon travail à Bure traite principalement de la portée symbolique de cette lutte. Cette série explore en fait la notion d'utopie communautaire confrontée à l'affirmation de l'individu. En ce sens, le livre Walden ou la vie dans les bois, qu'on retrouve évidemment dans le titre de la série de Jürgen Nefsger, de Henry David Thoreau, constitue une source d'inspiration importante, même si c'est finalement un extrait de son essai sur la désobéissance civile qu'il décide de mettre en regard de ses photos dans l'exposition, mais aussi dans le livre, et aussi l'œuvre existe sous la forme d'un diaporama, donc qui inclut aussi une dimension musicale et sonore qui était présentée à Arles en 2018. Donc un texte, la désobéissance civile, texte fondateur du mouvement d'objection de conscience et on pourrait dire de résistance passive. Là encore, les partis pris esthétiques et formels de Jürgen Nefsger sont intéressants et rejoignent en partie ceux de Bruno Serralong, à savoir le choix du travail à la chambre, mais aussi et surtout la place et l'attention accordée au paysage et à celles et ceux qui l'habitent, qu'ils soient humains ou non humains. Je montre quelques vues. Notamment ces images que j'aime beaucoup, alors que j'ai prises du livre, donc de ces escargots ou encore ces champignons en lutte. Alors, j'y vois toutefois une différence avec le travail de Bruno Serralong, notamment dans le traitement que Jürgen Nefsger fait des figures individuelles. En effet, contrairement à Serralong qui tend à privilégier le collectif, même si en réalité on trouve beaucoup de contre-exemples, notamment on l'a vu lors de la dernière exposition au FRAC Île-de-France pour la vie, ici Jürgen Nefsger accorde une place, me semble-t-il, tout à fait centrale aux photographies d'individus, alors qui sont moins des portraits
des portraits psychologiques au sens de Nadar, que des présences, que des corps en résistance et toujours situés dans leur milieu. Ces images, ces portraits sont moins empreints de violence, mais au contraire remplis de calme et de sérénité, à l'instar de cette jeune femme au visage masqué qui lit Walden justement à l'ombre des arbres, ou cette autre jeune fille assise contre un arbre, les yeux fermés, et qui semble presque se fondre, faire partie en tout cas de cette nature. Alors, cette attention accordée à la figure individuelle n'est pas sans faire écho aussi à la manière dont Thoreau lui-même problématise cette question du rapport entre sujet individuel et sujet collectif dans la lutte, en défendant qu'on ne saurait dissoudre l'individu dans le collectif, et en rappelant aussi que l'engagement politique, et notamment sur la ZAD, est un engagement total, mais aussi intime et personnel, plus physique finalement que identitaire. Alors cette référence au texte de Thoreau, qui est moins, je dirais, littéral ou illustratif que véritablement dialectique et problématisé dans le dispositif, se retrouve donc dans la manière dont sont exposés images et textes. Donc on voit que images et textes, là encore, entrent dans une relation, non pas dans un rapport de subordination, mais de dialectique, de mise en tension dialectique. On voit d'ailleurs le texte ici encadré et qui fait littéralement image, qui peut rappeler certains dispositifs, notamment de Martha Rosler dans la fin des années 70. Mais on retrouve aussi cette mise en tension dialectique entre texte et image dans le livre. Donc, ici, je vous montre quelques images, qui est un livre de grand format et qui réunit une 50aine de photographies couleurs sur des double page blanche avec une marge assez importante, sans légende, sans texte. Et le texte, en fait, se trouve à l'intérieur de ces doubles pages qui ont la particularité d'être non massicotés, donc ils ne sont pas découpés, et qui contiennent donc à l'intérieur, cachés, dissimulés, les extraits du texte de Thoreau que l'on devine néanmoins en transparence si on y est attentif. Un dispositif donc original qui fait là encore dialoguer texte et image en créant cet écho problématique, et surtout qui laisse aussi le choix aux lecteurs, spectateurs, de les considérer ensemble ou séparément. Et aussi, évidemment, le lecteur peut choisir de ne pas les ouvrir et l'oblige, pour découvrir ce message, pour reprendre la citation d'Italo Calvino, s'ouvrir un passage dans la barrière des pages au fil de l'épée, il doit pour cela se munir d'un couteau ou d'un coupe-papier, qui a aussi cette ambivalence qui est à la fois l'outil et l'arme que l'on doit évidemment manier de façon à la fois vive et délicate. Alors, outre les photographies de paysages et de figures humaines, individuelles ou collectives, émerge également de mon corpus, une autre catégorie d'images, des images d'objets, ou de ce que j'appellerais, pour là aussi reprendre un terme de Pablo Corroyer, des plus qu'objets, qui peuvent aussi, en un sens, faire penser à ces objets à fonctionnement symbolique surréaliste. Alors, ces plus qu'objets qui sont en fait travaillés par de fortes ambivalences d'usage et qui portent souvent explicitement des valeurs politiques, et qui deviennent, comme les cabanes, les chicanes et autres objets autonomes que l'on va voir, deviennent des vecteurs d'identification chargés d'affects et de symboles, et nourrissant aussi des savoir-faire populaires, profanes, expérimentés sur les ZAD. Et qui aussi acquièrent sur la ZAD cette réversibilité constante, qui fait que notamment la cabane, qui occupe dans le corpus photographique notamment de Philippe Gratton une place centrale, qui est à la fois ce lieu de vie et ce lieu de combat, mais qui renvoie aussi à tout un imaginaire évidemment qui dépasse celui de la ZAD, qui renvoie à cet imaginaire de la liberté, de l'aventure, de la décroissance, etc. Donc on va voir apparaître des motifs iconographiques puissamment évocateurs, dont le statut va osciller là aussi entre l'outil, l'arme de combat et la forme symbolique, donc une fonction à la fois utilitaire, stratégique, mais aussi esthétique, imaginaire et poétique. Alors, donc d'abord la cabane, la série des cabanes de combat de Philippe Gratton, alors qui sont peut-être formellement un petit peu plus
classiques, disons, que les autres, prises à l'argentique. Alors, cet intérêt de Gratton pour les cabanes de Notre-Dame-des-Landes, donc c'est un photographe belge qui décide de se rendre à Notre-Dame parce qu'il est tout simplement passionné par les cabanes et l'esthétique des cabanes. Donc c'est moins le lieu de lutte qui l'intéresse au départ, même si évidemment il va ensuite y retourner pendant 5 ans à 17 reprises et se passionner pour la dimension politique évidemment de cette lutte. Donc le photographe s'intéresse donc à l'architecture des cabanes. Il avait déjà réalisé entre 2006 et 2009 des photos argentiques noir et blanc des cabanes de potagers urbains ouvriers menacés de destruction à Bruxelles. Et évidemment, quand il apprend que près de Nantes, en vue de protéger des terres de la construction d'un nouvel aéroport, des opposants construisent des cabanes, mais qui sont des cabanes non plus comme objets à protéger, mais aussi et surtout des outils de lutte, eh bien, il décide donc de s'y rendre. Il ressent alors, dit-il, l'urgence de documenter ce qui s'y passe, de tenter de saisir par l'image cette forme de pensée. Cela doit être fait et personne ne le fait, les journalistes ne le font pas, impossible d'appréhender ce qui se joue ici en quelques heures, à moins de bâcler, d'en faire une caricature ou un cliché. Et d'ailleurs, ce que je lis dans la presse au sujet de la ZAD me scandalise. Cette indignation ne fait qu'intensifier mon envie d'en montrer la réalité. Donc, comme Serralong, il va s'y rendre et y passer beaucoup de temps, il va passer beaucoup de temps donc, à photographier, malgré un premier contact assez difficile qu'il raconte souvent, mais qu'il le fera d'ailleurs hésiter à renoncer à plusieurs reprises, mais finalement donc il décide d'y rester, de passer du temps à photographier, mais aussi surtout à ne pas photographier et à dormir dans ces cabanes et pas simplement voilà, les considérer comme des objets esthétiques. Et il participera aussi aux tâches collectives. Donc ces clichés ont été publié dans ces fameux carnets de la ZAD, accompagnés de notes aussi de terrain de Philippe Gratton. Alors, je vous en montre quelques-unes. Alors, chacune de ces cabanes, vous avez à gauche la cabane baptisée Les Vrais Rouges, et à droite, cabane Lama Fâché, qui pour Gratton est vraiment emblématique de la série aussi de la cabane de combat zadiste en quelque sorte. Alors toutes les cabanes ont des noms poétiques, surréalistes. Alors, la cabane Lama Fâché est pour lui donc représentative. On y retrouve à la fois l'idée écologique de récupération, puisque toutes ces cabanes sont constituées uniquement d'éléments et de matériaux récupérés. La notion aussi, on retrouve la notion de collectif, de communauté, puisque les cabanes sont fabriquées en équipe. Et le côté évidemment stratégique, avec notamment, vous voyez, une cabane hérissée de bois qui servait en fait en cas d'expulsion, puisque les occupants savaient que lorsqu'ils étaient situés à plus de 2,50 m du sol, eh bien, les gardes mobiles ne pouvaient plus intervenir et devaient donc solliciter pour les déloger une brigade spéciale qui venait de Rennes avec tout un matériel, donc ça prenait énormément de temps. Et dès que la brigade arrivait, les occupants descendaient, etc. Donc je passe peut-être, alors on pourra revenir là aussi, je préfère passer pour vous parler des 2 dernières séries, mais bon, il y a un travail, si le travail formel en lui-même est assez classique, il utilise un mode d'impression des tirages qui se veut aussi écologique, donc il y a aussi un mode de présentation des images d'accrochage original. On voit aussi que la vie sur la ZAD affecte aussi le travail formel du photographe. Alors, Elisa Larvego choisit quant à elle de se focaliser sur un autre motif, non moins emblématique, qui est devenu peut-être à lui seul l'emblème de Notre-Dame-des-Landes, qui est le motif des chicanes, donc ces structures autoconstruites à partir là aussi d'éléments récupérés, alors qui servaient non pas, comme on pourrait le penser, à bloquer le passage ou l'accès à la ZAD, donc elles se distinguent des barricades, mais elles ont pour but de ralentir en fait la circulation. Mais il s'agit aussi pour Elisa Larvego de prendre en compte leur dimension plastique, de les envisager comme des formes sculpturales avec donc cette variété de matériaux, de couleurs, de formes. Donc elle va leur consacrer entre 2013 et 2016 une série constituée de 18 photographies couleurs prises à différents moments sur une même portion de route. Alors elles peuvent donner l'impression qu'il y a une continuité spatiale, en réalité c'est la même portion de route, mais les chicanes qui étaient donc très précaires étaient régulièrement détruites et reconstruites.
Alors, les photographies ici sont vides de présence humaine, ce qui peut évidemment faire écho, enfin rappeler les fameuses typologies des bêcheurs, même si elles n'en adoptent pas un protocole aussi strict et rigoureux. Donc les chicanes occupent une partie importante de l'image, mais laissent également apparaître le contexte à l'arrière-plan, et notamment la route derrière elle, qui, me semble-t-il, vient redonner aussi à ces images une perspective. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans le dispositif scénographique, notamment celui qui a été adopté à Toulouse en 2017, et dans cet espace, cette salle rectangulaire où les images environnaient le spectateur, mais qui aussi donc qui étaient placées les unes comme ça à la suite des autres, et qui recréait cette impression de route, et qui peut-être invitait aussi le spectateur à le conduire vers un ailleurs. Autre dispositif à droite où les photographies sont placées in situ, et ce qui est intéressant, c'est aussi le dialogue et la mise en tension avec le paysage réel à l'arrière-plan. Alors, je vais résumer un petit peu. Donc pour Christian Bernard, qui a consacré un très joli texte à cette série qui s'intitule Révolte et mélancolie, hein, il y voit aussi une sorte de vanité contemporaine, des images aussi de métonymie, et dans ces chicanes, des actes performatifs que reproduisent elles-mêmes les images, qui auraient aussi peut-être cette dimension performative. Il dit c'est parce qu'elles sont vidées de toute présence humaine que ces photos prennent là encore une dimension qui les porte au-delà de la seule situation concrète qu'elles observent, et leur confère leur atmosphère d'élégie à la force des faibles. Alors je termine avec une toute dernière série, celle de Louis Maton, réalisée entre 2012 et 2015, là encore à Notre-Dame-des-Landes, alors qu'il était encore étudiant à Arles. Et sa série a été exposée donc à plusieurs reprises et a fait l'objet d'une publication sous forme de livre chez Poursuite Éditions en 2018. Alors il s'agit d'une série de photographies couleurs qui a la particularité d'avoir été réalisée la nuit, cette fois-ci, donc avec une lumière artificielle, qui présente divers objets hétéroclites trouvés et utilisés sur la ZAD, là encore aussi à partir d'éléments récupérés sur place, hein, mais qui, paradoxalement, ici les décontextualisent. Alors, on y voit donc des objets qui sont à la fois des objets du quotidien, mais qui peuvent aussi, donc on retrouve cette réversibilité, qui peuvent aussi à tout moment devenir des objets de lutte et de combat, et qui peuvent aussi faire résonance avec la fameuse série des objets de grève de Jean-Luc Moulin. Alors le titre objet autonome est intéressant puisqu'il joue avec la polysémie du terme autonome, évidemment, qui renvoie tout à la fois à l'autonomie revendiquée par les zadistes, hein, autonomie sociale, politique, mais aussi alimentaire, énergétique, mais aussi l'autonomie de ces objets qui sont ici coupés de leur contexte, même si on devine parfois l'usage qui peut en être fait. Hein. Si certains disent clairement la lutte, d'autres paraissent beaucoup plus énigmatiques, abstraits, voire surréalistes. D'autres encore peuvent s'apparenter à des objets ethnographiques, renvoyant peut-être à des usages rituels et symboliques qui sont aussi une dimension importante, hein, sur la ZAD. Troisième sens du terme autonomie, c'est aussi évidemment celle des images photographiques elles-mêmes. Et pour citer Louis Maton, hein, il s'agissait, dit-il, au milieu de ces expérimentations politiques, de venir poser la question de l'autonomie du réel, de la photographie, et donc de trouver un moyen en image et par l'image de manifester l'autonomie du mouvement, notamment conférée par les objets construits collectivement, en autonomisant les représentations de ces mêmes objets de leur contexte direct. Donc agir de manière paradoxale, en décontextualisant par la photographie les objets du territoire dans lequel ils sont réalisés, mais afin en quelque sorte de les manifester en creux et peut-être avec davantage de puissance et de clarté. Tout l'enjeu pour Louis Maton restant ensuite, par le dispositif du livre ou de l'accrochage, de venir retisser du lien, un lien à la fois réel, matériel, mais aussi évidemment symbolique, entre ces objets, entre ces images, et qui se traduit notamment par la récurrence du motif de la ficelle, qui n'est pas n'importe quelle ficelle, qui est aussi cette ficelle bleue que l'on retrouve aussi matériellement dans le livre, hein, qui est une ficelle agricole bleue, qui est très présente sur la ZAD et qui servait à faire des ballots de paille, hein, et de foin, et qui devient donc dans le livre à la fois un motif, mais aussi un leitmotiv, une métaphore, servant de lien et de liant à la fois matériel, narratif et symbolique. Alors, je conclus en 2 mots. Pour finir, donc je terminerai en citant en fait simplement l'écrivain de science-fiction Alain Damasio,
qui, dans sa postface au roman graphique d'Alessandro Pignocchi, consacré à Notre-Dame-des-Landes, intitulé « La recomposition des mondes », et dont je vous recommande la lecture, soulevait déjà l'épineuse question de l'utilité des productions artistiques réalisées autour de la ZAD, et peut-être de toute image de lutte, d'une manière générale. Je cite « Est-ce que la lutte sur place, in situ, ne suffit pas déjà ? Est-ce qu'elle n'appartient pas à celles et ceux qui la font au quotidien, et non aux artistes de passage, fussent-ils talentueux ?» Mais de reconnaître aussitôt l'importance de l'imaginaire que ces œuvres en apparence modestes irriguent et mobilisent comme réarmement mental et symbolique, pour paraphraser Castoriadis. Un imaginaire qui, s'il ne suffit pas à lui seul, me semble-t-il, compte, néanmoins, en redonnant à l'action politique son point de fuite et sa perspective. Ainsi, conclut Damasio, à toutes les œuvres inspirées et créées autour de la ZAD, on pourrait donner le sous-titre joyeux et modeste « Contribution aux imaginaires en cours ». Alors, j'ajouterais juste 2 mots. Il me semble qu'on peut aussi se demander si ce n'est pas paradoxalement la part d'inutilité même de ces images de lutte et en lutte, ou leur impuissance revendiquée et assumée, qui pourrait aussi peut-être d'une certaine façon agir politiquement, de façon quasi performative, à la manière de ces images souhaits dont parle Georges Didier Huberman, qui empruntait lui-même cette expression à Ernst Bloch dans Le Principe Espérance, des images qui seraient au fond porteuses autant de mémoire que de désir, et donc de temps futur, montrant moins des instants décisifs tournés vers le passé, le fameux « ça a été », que des instants utopiques, pour reprendre la formule de Florian Ebner, tournés donc vers l'avenir, ouvrant la voie de nouveaux mondes possibles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julie, pour cette intervention extrêmement riche, passionnante, et oui, qui montre notamment voilà, les convergences et les diverses manières de produire de la photographie par rapport à ces zones à défendre. En écoutant le propos, moi j'ai repensé aussi enfin j'ai eu un flash déjà en préparant voilà, la session de ce matin. Alors, la notion de zone à défendre, effectivement, est nouvelle, et dans le même temps, il y aura un travail à faire aussi critique, et peut-être par l'image de tout ce qui a été zone à défendre par le passé, sans finalement voilà, emporter cette notion-là, et notamment du côté allemand. Puisque du coup, dans l'histoire du mouvement autonome allemand, qui est en fait aussi la préhistoire du mouvement autonome tel qu'il peut s'envisager dans des espaces comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a déjà des luttes antinucléaires qui du coup donnent lieu à des villages alternatifs. Il y a même une république libre de Wendland qui a existé pendant un gros mois dans mon souvenir, avec son drapeau officiel et ses papiers. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre des utopies qui est aussi alors, qui paradoxalement est beaucoup moins photographié à ma connaissance, parce que j'en ai jamais vu que des photographies éparses reprises dans des livres de défense et illustration de l'autonomie politique et de ces conditions de possibilité. Et voilà, il y aura effectivement un travail encore peut-être à poursuivre, et qui sera absolument passionnant, parce que justement voilà, tout le propos ici montre la diversité des manières de faire, l'intérêt pour les non-humains, pour un vivant qui est beaucoup plus large, qu'on verrait probablement pas du tout de la même manière en développant cette histoire-là, mais voilà, merci beaucoup. Oui, merci. Sur cette historicité de la ZAD, je trouverais ça effectivement extrêmement intéressant de poursuivre l'enquête, sachant que je précise quand même que toutes les ZAD s'inscrivent, le terme, l'acronyme est nouveau, mais elles s'inscrivent, et elles y insistent souvent, dans une histoire longue, et à la ZAD de Notre-Dame notamment, le projet remonte aux années 60-70, et donc il y a vraiment une histoire longue, d'ailleurs, que les habitants de la ZAD, par le travail qu'ils font aussi d'écriture, retracent. J'ai montré la couverture d'Habiter en lutte, qui retrace justement ces années de lutte, et aussi à l'étranger. Et puis je pense aussi d'un point de vue symbolique aussi sur la notion de zone et de tasse, qui a été notamment forgée dans les années 90 par Hakim Bey. Il y a aussi de ce côté-là. Mais ce qui serait intéressant, effectivement, c'est d'articuler ce travail de recherche sur l'histoire antérieure de la ZAD. Alors, il y a des travaux qui existent, notamment il y a beaucoup d'articles de Philippe Subrat qui aussi expliquent la spécificité quand même de cette lutte, qui les inscrit dans une histoire, mais qui en montre aussi le caractère inédit. Et voir accompagner ça d'une étude précise des images aussi de ces luttes antérieures, qui sont évidemment très importantes pour les opposants, enfin pour ceux qui se revendiquent ou pas d'ailleurs
zadiste, parce qu'il y a aussi des controverses sur l'étiquette même de zadiste qui peut être extrêmement réductrice. C'est pour ça que je parlais de Bure, où justement les occupants ont refusé de s'autoproclamer zadiste. Nathalie? Oui, merci. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question qui repart finalement de votre conclusion sur la part d'inutilité. J'avais le sentiment qu'il y avait une tension justement autour de cet usage ou cette utilité des images, et vous avez évoqué, mais sans, je pense, y revenir complètement, le fait que certaines de ces images seraient versées à des dossiers juridiques. Donc à nouveau ressurgit cette question du droit, sachant que il me semble que pour que des images soient recevables, admissibles comme preuve, elles répondent à des critères qui ne sont pas forcément compatibles avec cette question de l'imaginaire. Donc voilà, il y a cette tension-là, et je ne sais pas si vous avez des éléments pour compléter. Alors des éléments, je ne sais pas, mais il y a cette tension qui est au cœur de tous ces dispositifs-là et qui m'intéresse et qui est justement problématisée. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que elles oscillent sans arrêt entre leur part d'utilité, qui est quand même certes modeste, hein, qui se revendique elle-même comme modeste, et cette part d'inutilité, notamment chez Sarah Lang, effectivement, dans ce travail sur les naturalistes, où là, c'était lié aussi au type à cette forme de lutte qui était aussi très, très accueillante, et qui pose évidemment la question du statut, qui est aussi, et je trouve même la forme du livre qui peut renvoyer à tout un tas d'autres formes, mais qui ne se situe, qui échappe aux catégories, me semble-t-il. Et c'est dans ces déplacements et dans ces jeux avec les catégories que je trouve que le travail se situe et sans se situer, justement. Et puis les différents dispositifs ensuite qui sont explorés, exploités par le livre, par l'exposition. Ce sont aussi des images qui fonctionnent comme ensemble et qui sont amenées toujours à se réactualiser. Donc c'est pour ça que je parlais aussi de dimension performative. Après, sur la dimension juridique, oui, c'est un cas un petit peu particulier, celui-ci. C'est le seul cas, en fait, du ouais, corpus, c'est ouais, ça? Ouais. Et ça vient dans un second temps, c'est pas l'intention première? Aussi. Non, l'intention première, et en fait tout le parcours de Sarah Long, il se construit comme ça, parce qu'il a beaucoup photographié les luttes, hein, d'une manière générale, mais il le dit souvent, sa fonction première, c'est d'abord, sa place, c'est celle de photographe, et qu'il s'est politisé par la photographie. Donc on a un peu ce mouvement inverse. Mais en tout cas, je n'ai pas forcément de réponse, mais je trouve que justement cette ambiguïté, cette ambivalence, et aussi peut-être qu'on retrouve dans ces objets, justement cette réversibilité des objets qu'on trouve sur la ZAD, fait écho à cette réversibilité des images qui montrent qu'elles ne sont jamais véritablement, elles n'ont pas d'identité, de catégorie précise. Voilà. Merci. Oui, merci. J'avais pratiquement la même question que toi, Nathalie. Donc, je vais essayer de développer sur celle-ci. Effectivement, je voyais également une forme de tension, peut-être pas une incompatibilité, mais de tension entre, je dirais, les protocoles probatoires, en fait, de toute photographie juridique. Il y a aussi une dimension heuristique, hein, puisque les références à la représentation botanique sont présentes. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est pas là une sorte de contradiction avec certaines de ces allégations, certaines de ces manières de faire, donc où on ne voulait pas effectivement que les images soient efficientes, alors que là, dans un contexte comme celui-là, il y a une destination, il y a comment dire, une obligation d'intelligibilité, puisqu'on s'adresse en fait éventuellement au judiciaire qui doit les interpréter. Et je me suis demandé d'ailleurs de quelle façon l'accrochage que vous nous avez montré jouait cette dimension probatoire des images, donc dans le principe de la séquence. Je ne sais pas si vous avez... Alors, moi, je pense que... Je ne sais pas s'il a vraiment problématisé... Il y a cette tension, évidemment, mais je crois qu'il y a vraiment une volonté simplement de contribuer, sans forcément adopter un protocole précis. Donc, il y a vraiment aussi il y a une autre, évidemment... catégorie d'images qui intervient, c'est aussi la catégorie des images amateurs. Et d'ailleurs, il le dit, mes images sont aussi maladroites et peut-être que les amateurs produiraient de meilleures images que les miennes. Et alors, votre deuxième question, comment elle reproduit, ça, je
j'avoue être incompétente sur les questions judiciaires, enfin comment, sur la manière dont il reproduit ou pas un dispositif de ce type dans le travail scénographique. Ou du moins, comment dire, des informations sur la réception juridique de ces images? Est-ce qu'elles se sont rendues jusqu'au terme du processus? Est-ce qu'elles ont été efficaces ou non? Est-ce qu'elles ont permis de bien... Voilà, c'est ça qui a été... Elles ont été efficaces, mais pas seules. Elles ont été efficaces dans un ensemble qui ne comportait pas simplement d'ailleurs des images photographiques. Elles comportaient donc tout un tas de données, et c'est d'abord le travail des naturalistes eux-mêmes qui a été très... qui l'accompagne en fait, plus qu'il apporte... c'est plus un accompagnement, une contribution modeste, mais qui, là encore, je dirais, est quand même plus symbolique, mais qui est aussi une manière de répondre à l'expertise qui avait été faite des promoteurs, et puis peut-être aussi à ces images. On a beaucoup polémiqué autour de l'utilisation, du détournement des images médiatiques, notamment les images que j'ai montrées tout à l'heure. Il y a un dossier d'Acrimed qui date de 2018, je crois, qui documente bien comment justement les médias se sont nourris des images issues de militaires, en fait, de la gendarmerie, pardon, ou des réseaux sociaux, sans recontextualiser, et qui a donné lieu à tout un tas de malentendus, et qui a donc on a présenté ces zadistes comme des terroristes d'un genre nouveau, avec lourdement armés, avec notamment il y a une émission d'arrêt sur image qui a montré comment le fameux serment des bâtons, je ne sais pas si vous connaissez ce rassemblement où chacun était amené à poser un bâton et à prêter serment pour défendre la ZAD, a été complètement réinterprété de façon assez caricaturale et assez drôle finalement. Donc j'y vois aussi une sorte de réponse à ce type de détournement et d'utilisation. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais voilà. Bien, après une matinée d'intervention libertaire, une décision stalinienne, nous nous retrouvons du coup à 14h30 pour la première session de l'après-midi. Merci beaucoup pour vos questions et pour vos interventions.